qu'on ait d'autres moyens plus sophistiqués comme des SRB, comme des prolongements de métro qui sont fort attendus. Il y a quand même les autobus, ça existe. Alors, mettons les argents nécessaires pour avoir plus d'autobus, plus fréquents. On est en train, je pense, d'améliorer aussi les arrêts des autobus. L'expérience transport collectif doit être améliorée, c'est certain. Et s'il y a encore des gens de la STM, c'est-tu possible de terminer les travaux à Berry-UQAM? Parce que ça fait des mois que ça dure et on a l'air d'une zone sinistrée. Merci. Le message est lancé pour Berry-UQAM. Monsieur? Oui, bonjour, Denis Leclerc, du groupe Valim, promoteur immobilier. Je m'en confesse, j'ai dégusté les propos de M. Leblanc. On parlait tantôt d'interventions enrichissantes. J'ai peur que certaines d'entre elles, ailleurs et à d'autres moments, ont été des interventions qui auraient pu être appauvrissantes. Il y a un économiste que vous connaissez tous qui a déjà dit qu'il faut faire attention de ne pas s'auto-pluire de bananiser. Et bien avant ça, d'autres avaient dit pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ma crainte, c'est qu'on est actuellement en train de se piéger soi-même. M. Leblanc faisait référence avec beaucoup de justesse, entre autres, à la réalité du quartier 10-30, mais il y a une réalité opposée sur la rive nord qui prend forme dans le secteur de Mirabel. Alors, le modèle de 10-30 est en train de se réaliser à d'autres endroits aussi. On est actuellement en train de fragiliser grandement cette ville de Montréal qui est l'essor, en fait, qui est l'âme même de la métropole. Ma compréhension est qu'actuellement, on semble vouloir se débarrasser des véhicules de toutes les façons possibles. Et ces véhicules sont un mal nécessaire. De se freiner et de fermer la porte à l'île, c'est effectivement s'auto-pluire de bananiser. Est-ce qu'on peut effectivement trouver des façons de moduler la circulation? Sûrement, et l'intervention de la taxe kilométrique est tout à fait pertinente. Je pense qu'on a avantage à créer, en fait, un projet de société. Et le projet de société devrait miser sur la fluidité de la circulation et les déplacements. Je pense qu'on devrait travailler à faire en sorte que les déplacements entre la très grande région métropolitaine, au niveau des transports collectifs, soient avec un tarif unique. Qu'il n'y ait pas de différence entre le déplacement sur l'île ou de l'île vers l'extérieur ou inversement, de l'extérieur vers l'île. Faisons en sorte que cette grande région métropolitaine soit justement la plus forte possible et ne se fragilisons pas soi-même, parce que fragiliser Montréal, c'est fragiliser l'économie du Québec tout entier. Là, très rapidement, puis on va conclure là, vous avez ouvert beaucoup de portes qu'on ne pourra pas ouvrir complètement, la question de l'aménagement du territoire, entre autres, etc. Mais il y a quand même, ce que je disais dans mon petit message d'introduction, à un moment donné, il faut faire des choix. Puis c'est sûr qu'il va falloir qu'on prenne des mesures, parce que là, on fait des constats de congestion, puis en même temps, on est en train de nous dire, bien, on n'est pas sûr, bien là, si vous faites ça, ça va avoir tel impact. Toutes les villes qu'on a regardées dans le monde, c'est sûr qu'il n'y en a aucune qui nous ressemble, on est tous uniques. Mais toutes les villes qui ont posé des gestes en termes d'aménagement, de transport urbain sophistiqué, gestion des stationnements, etc., toutes, sans exception, au bout du compte, elles ont eu des réajustements. Je pense que, moi, je ne parlerai pas de projet pilote, je parlerai d'un projet qui pourrait être réajusté et en effet, en fonction de la réalité puis de ce qu'on va faire. Mais toutes les villes qui ont fait des choses en ont tiré des bénéfices à tous les niveaux. Et ça, à un moment donné, il va falloir qu'on prenne ces décisions-là, parce que sinon, à Montréal, on fait des demi-mesures, on dit... parce que, par exemple, prenons le métro. Tout le monde est d'accord pour le métro. Et on est tous d'accord. Mais pourquoi on est tous d'accord pour le métro en premier? D'ailleurs, c'est pas moi qui le disais, c'était l'ancien maire de Bogota qu'on a fait venir, M. Enrique Peñalosa. Il disait, c'est sûr, ça dérange personne, c'est en souterrain. Alors que... et donc, on ne change pas la configuration des rues, on ne change pas le nombre de voitures sur les routes, etc. Alors, il va falloir à un moment donné qu'on prenne une décision puis qu'on ajuste au fur et à mesure. Parce que si on ne fait rien parce qu'on attend la solution miracle, elle n'existe pas. Prenons une série de mesures au meilleur de nos connaissances en fonction du modèle montréalais, appliquons-les, puis réajustons en fonction de ce qui va sortir. Et je suis convaincue que globalement, on va être content parce qu'on va avoir moins de congestion, plus de mobilité durable. Mais si on ne fait rien, on va continuer à se rencontrer ici dans les prochaines années pour les mêmes questions. Merci aux panélistes. On m'indique que c'est tout le temps qu'on a malheureusement pour la période de questions-réponses. Donc, j'invite Mme Juncker-Adno à venir faire le mot de la fin.
Bon, alors, après ces très intéressants échanges, on m'a demandé de faire la synthèse. La synthèse du rapport de la commission et puis la synthèse de ce qui est ressorti à l'intérieur des discussions. L'objectif de la synthèse, c'est de franchir un pas en avant. Ce n'est pas de faire un résumé. Alors, je vais tenter l'expérience. On m'a donné 15 minutes. Comme il est tard, là, je vais essayer quand même de le raccourcir un petit peu. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, je trouve, c'est que contrairement à il y a 5 ans, il y a un certain nombre de convergences dans un certain nombre d'observations puis d'acceptation de problématiques. On ne les nie plus. Puis on nie plus non plus qu'il faut qu'on avance avec des principes et qu'il va falloir qu'on prenne des décisions. Là où on va voir qu'on est un peu... Il faut être prudent, c'est dans les solutions que l'on retient puis qu'on mesure relativement bien les impacts. Alors, qu'est-ce qui ressort, au fond, qui est partagé un peu par tout le monde? Je pense qu'il n'y a plus de questions sur la notion de la congestion routière dans les milieux urbains. C'est un cancer qui est incontrôlé, qui augmente malgré tous les efforts faits en transport collectif. Je vais répéter ce qui a été dit. Ces coûts élevés plombent la vitalité des villes et des entreprises en s'attaquant simultanément au déplacement des personnes et au déplacement des marchandises. Alors, on est dans un cercle parfait. Ces effets sur l'environnement, la pollution, la santé, ils sont documentés. Son effet repoussoir mine la compétitivité des métropoles, et particulièrement de Montréal, qui doivent miser sur la qualité de vie urbaine, les services offerts pour attirer des investisseurs, garder leur population et les familles. Ça, c'est un premier niveau de constat. Je pense que personne ne va le remettre en question. Deuxième niveau de constat, face à l'expansion de nos villes, et leur étalement, la hausse des taux d'urbanisation et de la motorisation qui s'ensuit, la congestion routière et les coûts associés vont s'accroître. Si on ne fait rien, c'est ça qui s'en vient. Par contre, plus les coûts augmenteront, plus il sera profitable de réduire la congestion. Plus les coûts vont augmenter, plus ça va devenir profitable pour tout le monde. Parce que pour qu'on trouve un jeu gagnant, il faut que tout le monde trouve son compte. Mais comment réduire la congestion? Au moins, j'ai entendu quelque chose aujourd'hui qui est différent d'il y a peut-être 5-10 ans. Je pense que tout le monde s'entend avec une couple de nuances pour rejeter l'extension du réseau routier systématiquement comme solution à la congestion. Je dis bien avec des nuances, parce qu'il a quand même été signalé qu'il ne faut pas être opposé systématiquement à des mesures qui permettraient d'améliorer la circulation, par exemple avec des voies de contournement. Mais cette notion, transportée principalement par le ministère des Transports, je m'excuse pour ceux qui sont dans la salle en provenance du ministère des Transports, que pour lutter contre la congestion, il faut accroître le tube pour qu'il y ait plus de voitures qui passent. Il semble qu'il y ait une petite unanimité que ce n'est pas comme ça que ça marche. Autre constat, les investissements en transport en commun annoncés dans les politiques antérieures de mobilité ne sont pas en rendez-vous ou on n'est pas capable de décider et de réaliser les projets qui sont décidés. Alors ça, c'est aussi un autre des constats qui nous nuit à l'intérieur de la réflexion qui est donnée. Toujours dans les constats, les exemples examinés dans le rapport, que ce soit Stockholm ou Londres, montrent que les métropoles qui ont réussi à travailler sur la congestion urbaine ont adopté une série de mesures qui sont rattachées à la tarification de la congestion, ou ce que j'appelle, moi, le principe de l'utilisateur payeur de la route. Et attention, quand je dis ça, je ne dis pas que le modèle de Londres est le modèle techniquement qu'il faut implanter à Montréal. Je parle du principe de la tarification de cet espace public qui est la route. Et c'est ce principe de base, et c'est ça qui est intéressant dans le rapport de la Commission, c'est ce principe de base qui est à la source des différentes recommandations de la Commission sur l'écofiscalité dans les stratégies qu'ils proposent pour les 4 grandes villes canadiennes. Et au fond, ce principe, il poursuit plusieurs objectifs. Stimuler l'usage d'autres moyens que l'auto solo pour se déplacer,
diminuer d'autant la congestion, agir de façon durable sur les comportements de déplacement et la localisation des activités, et générer une masse monétaire significative pour procéder à des investissements en transport en commun. Donc, il y a une base de travail en termes de principes, et les échanges avec les panélistes et les échanges de la salle semblent dire qu'il y a un minimum de consensus autour de ces constats. Maintenant, allons un peu plus loin. Comment mettre en œuvre une politique concrète et efficiente de réduction de la congestion tout en tenant compte des particularités et complexités de chaque ville? Et puisqu'on parle de la région de Montréal, parlons donc de la région de Montréal. Comment faire en sorte que les modalités implantées soient équitables socialement et géographiquement et ne génèrent pas d'autres effets pervers? Le rapport produit des recommandations générales sur l'action à partir de projets pilotes financés par les gouvernements et évalués selon leurs résultats. Ça, c'est une bonne approche. Mais il faut encore s'entendre sur le projet pilote en termes de contenu qui va être mis de l'avant. Il faut tenir compte, dans notre cas, des caractéristiques de la région de Montréal et de son rôle de porte tournante. Il n'y a pas beaucoup de métropoles qui ont un aussi important rôle de porte tournante que la région de Montréal. Donc, c'est autour de ça que certaines divergences, ou disons certaines nuances, sont apparues dans les discussions. C'est autour des solutions pratiques proposées. Et moi, j'en ai identifié peut-être